vais pas pouvoir vous relayer sur le chemin. Attendez, c'est pas... Donc, l'association dont vous occupez, il y a encore un problème des survivants. Je sais qu'en Israël, il y a un grave problème des survivants de la Shoah. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se... Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, monsieur Shalom? Pour ces survivants dont vous parlez en Israël, on va dire des choses comme ça. Lorsque l'argent est arrivé de l'Allemagne, Des réparations. des réparations, des compensations, le gouvernement israélien, a priori, s'est trompé de caisse. Voilà, on va dire ça comme ça. Hein. Voilà, donc ce qui veut dire que maintenant, ils essayent de réparer les réparations, mais ça prend du temps. Et puis, les survivants sont très fragiles, ils sont très fatigués de par leur âge. Et puis, on sait très bien que l'histoire n'a pas fait les choses en beau. Donc, dès qu'il y a un mini problème médico-social qui apparaît, les survivants de la Shoah, je viens de dire, j'affirme qu'ils sont prioritaires. C'est une revanche sur l'histoire. On leur doit des années à leur vie. Et qu'ici, là en France, nous on a monté cette association qui s'appelle Pitchy Point. D'ailleurs, on s'est fait un petit peu insulter lorsqu'on a osé prendre ce nom-là. Parce que Pitchy Point, en fait, c'est là-bas, c'est la désolation, c'est l'horreur et tout. Mais quand on regarde de plus près notre papier en tête, notre logo, etc., on a fait exprès de mettre un arbre avec des racines qui sont complètement pourries et tout. Mais il se trouve que les survivants vivants de la Shoah, sortant des camps ou étant cachés ou je ne sais quoi, qui ont subi ces affres de l'histoire, ont donné vie. Et on a aujourd'hui des fils, des petits-fils, des arrière-petits-fils. C'est ça qui fait... Moi, je suis le neveu d'un mort victime de la Shoah. Et alors donc le problème se pose différemment en France au niveau des urgences. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux dans toute l'Europe ou est-ce que c'est pour leurs descendants qu'il faut agir ou c'est pour eux vraiment directement? J'allais vous répondre les deux, mon capitaine. Tout simplement, c'est que les survivants de la Shoah aujourd'hui, ils sont une moyenne d'âge 90 et 6 plus. Donc la plupart du temps, ils ont, c'est vrai, des soucis. D'ailleurs, ils sont fragilisés dans leur enfance, ces gens-là, je veux dire, qui ont aussi à être... la chance de s'en être sortis avec leur force, avec leur courage, au périple, je veux dire, de leur vie. Quoi de plus normal, naturel, je veux dire, d'assurer un bien vieillir, c'est l'expression que l'on emploie. Voilà, donc nous, notre mission, je veux dire, qu'on s'est donnée, c'est d'assurer leur bien vieillir avec un concept de présence, avec un concept de médico-social. Il y a un côté soins palliatifs presque à la limite. Pas pour tous. Puis si ça se présentait, on est présent aussi, s'il faut assurer, puisque nous on intervient au domicile et on intervient aussi à l'hôpital, à leur demande ou à la demande d'un tiers familial ou d'un professionnel de santé. Est-ce qu'ils sont tous véritablement traumatisés ou est-ce qu'il y en a pour qui n'ont pas trop de séquelles de ce genre d'événements qui leur est survenu? Il y avait tout à l'heure au Limoux, puisqu'on revient du Limoux, vous êtes à mes côtés dans la voiture pour vous ramener à Paris, il y avait une conférence qui s'appelait l'oubli et ça y est, voilà que ça m'a... et le traumatisme. Voilà. Alors moi j'ai expliqué à la conférencière, qui est psychologue clinicienne, qui accueillait, puisqu'elle a arrêté maintenant, en son cabinet, des fils et filles de survivants de la Shoah, en disant qu'il est vrai, en fonction de ce qu'ils savent, en fonction de ce qu'ils ont vécu, en fonction de ce qu'ils ont découvert, ils sont vraiment perturbés, traumatisés. Vous voulez dire que d'une certaine manière, les traumatismes affectent plus les enfants des survivants que les survivants eux-mêmes? Les survivants eux-mêmes, je crois qu'ils essayent de s'en sortir, je dirais pas tous les moyens. D'autant que ce que j'ai remarqué, statistiquement parlant, ils ne demandent rien. Ces gens-là ne vont pas vous dire je peux pas ceci, je n'ai pas cela, etc. Ils vont rien vous demander. Et puis ce que l'on remarque, c'est vrai qu'au niveau de la mémoire, c'est très important ces gens-là. Je veux dire qu'ils vont dans les écoles, qu'ils transmettent. Heureusement, il y a un mémorial à Paris quand même, il y a une fondation pour la mémoire de la Shoah. Mais nous, à notre niveau, c'est de dire ok, et d'ailleurs, dernièrement, pour le 70e, la commémoration du 70e anniversaire de la libération des camps, on a fait des choses en grand, en beau, j'ai envie de dire, un rassemblement. C'est normal, le 70e, il fallait marquer les dates. Et nous, notre question, c'est de dire, et maintenant, on fait quoi? C'est-à-dire que ces gens-là, pour la plupart de ceux que nous rencontrons, sur lesquels nous avons cette mission, c'est des gens que vous ne voyez pas, puisqu'ils sont chez eux, ils ne peuvent plus sortir. Non.
pour des raisons de santé, pour des raisons de fragilité, pour des raisons de peur, pour des raisons d'un tas de choses. Ou alors ils sont à l'hôpital parce qu'ils ont eu des problèmes de santé, en espérant que ce soit pas trop chronique. Mais voilà, ce sont ceux-là qui... il y a heureusement des plans d'aide, mais la plupart du temps, c'est, j'allais dire, très personnalisé. Mais ma question c'était, est-ce que les enfants des survivants ne sont pas traumatisés par une transmission subconsciente de quelque chose qui a finalement, même si ça a été refoulé, ça persiste quand même quelque part sur le plan psychique. Est-ce qu'il y a un profil des enfants de survivants? Profil, bon, c'est vraiment... Est-ce qu'il y a des cas, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a des comportements typiques qu'on peut trouver chez les enfants de survivants, si vous préférez? C'est des gens, en fait, de ce que j'ai pu remarquer, soit qu'ils l'ont appris très tard, soit qu'ils l'ont appris à un moment, j'allais dire, normal de la vie des survivants de la Shoah, ou alors ils l'ont appris par d'autres personnes. Ah oui. Et ça, c'est certain que ça laisse des traces. Et puis surtout le fait de dire, qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de cet héritage? Oui, j'allais dire de ce trésor que me lègue mon papa ou ma maman ou mon oncle, enfin bref, ces gens-là qui sont là, qui continuent à vivre, qui continuent à projeter. Nous, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, hein. On se dit, il y a un projet de vie. Il n'y a aucune raison, je veux dire, même si les gens sont très malades, vous avez parlé tout à l'heure de soins palliatifs, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas un projet de vie, je veux dire, hein. Mais c'est vrai que ces enfants, tout à l'heure on parlait de première, deuxième, troisième génération, on y est déjà. C'est vrai que à partir du moment où ils ont, puisque vous avez employé le mot d'héritage, c'est problématique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors c'est vrai qu'ils sont très investis, ils veulent savoir, ils vont jusqu'au bout, ils font des recherches, ils veulent continuer à parler, à découvrir, ils se parlent entre eux, parce qu'ils se connaissent plus ou moins des endroits où ils peuvent se retrouver. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des gens très isolés. Et on a rencontré, depuis qu'on a commencé, nous, ça fait depuis 2005, des survivants de la Shoah, j'allais dire, que personne ne connaît. Là, vous parlez des survivants de Shoah. Là. Ouais, que personne ne connaît. Ils sont... qu'on a découvert. Voilà, on se le découvre par hasard, mais vraiment par hasard. Alors, donc la Shoah, c'est une sorte, c'est comme si le destin juif était, on ne pouvait pas échapper à son destin en quelque sorte. Comme si le destin nous rattrapait quoi qu'on fasse en tant que juif. Oui, je préfère penser comme ça. Oui, le destin les rattrape en effet. Ils sont prisonniers de leur destin. Ouais, par rapport à la mémoire justement, par rapport à leur vécu. Et ce que je disais tout à l'heure, ils sont d'autant plus fragilisés que lorsque la santé commence à poser problème. La mort qui rôde, parce que tout le monde doit mourir de toute façon, mais je vous ai dit... Ils étaient en sursis en fait. Quelque part. C'est pour ça que j'insiste quand je dis les survivants, je rajoute vivants. Toujours les survivants vivants de la Shoah. On se doit vraiment d'être présent et de faire ce qu'on peut faire. Après, Mais vous êtes intervenu finalement assez tard dans l'histoire de la Shoah. C'est quand même, on peut dire que vous êtes arrivé 60 ans après. Oui. Après la libération des camps. Et on aurait pu penser que c'était... Est-ce que ça n'avait pas plus sens d'intervenir plus tôt? Est-ce que ça fait sens d'intervenir si tard? Est-ce qu'il y avait un manque quelque part à ce niveau-là, au niveau organisationnel? Au niveau de la prise en charge humaine, médico-sociale, etc., il y a en effet un manque. Ça, il n'y a aucun doute. Mais ça, c'est pas spécifique au survivants de la Shoah. Je disais tout à l'heure que l'Europe tout entière se pose la question de comment assurer une prise en charge de leurs aînés au domicile. En général. Ouais. C'est-à-dire c'est un projet de loi français qui on espère, va être voté, qui s'appelle d'ailleurs, tenez-vous bien, adaptation, vieillissement de la société. Ouais. Voilà le projet de loi. Alors la survivance, c'est ce que je dis, à partir du moment où on en parle, on insiste, on précise, on tape du poing sur la table en disant ils sont prioritaires. Parce que l'histoire, malheureusement, on a préféré s'en passer de cette histoire, bien évidemment. C'est ça. Et excusez-moi, pas pour finir, mais pour rajouter quelque chose, il faut faire vite. Les statistiques, d'ailleurs, à chaque Yom HaShoah, qui se déroule à peu près au mois d'avril, oui. Ici, nous faisons la lecture des noms, etc. En Israël, il y a avant le Yom HaZikaron, Yom HaTzmaut. Il y a des statistiques israéliennes, ça m'a fait frémir il y a 2 ans ou il y a 3 ans, je ne me souviens plus, où ils disaient qu'à chaque heure, en Israël, il y a un survivant qui meurt.
la question que vous allez me poser, mais je vais vous la poser à votre place, c'est de quoi il meurt? Il meurt de solitude, de maladie, etc. C'est pas une épidémie. Hein, ça pourrait être empêché, ça pourrait être évité. Oui. Ça pourrait être ralenti. Ah oui, sans problème. C'est un scandale ce qui se passe pour l'histoire de la Shoah en Israël. D'ailleurs, à ce propos, la politique s'en mêle, évidemment. Le dernier gouvernement de Netanyahou, il y avait un ministre des Affaires sociales et de la Santé qui disait « Maintenant que je suis là, on va commencer vraiment à s'assurer à ce que rien ne manque au sujet de la Shoah. » Mais ils sont de moins en moins nombreux. Donc ça veut dire que c'est un problème qui est de moins en moins grave, à la limite sur le plan du poids. Mais c'est quand même de l'argent. Oui, mais enfin, il y a moins d'argent aujourd'hui à dépenser qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Oui, mais de toute façon, l'argent, il n'est pas du gouvernement israélien, il vient, c'est toujours des fonds de réparation. Hein. Oui, oui. Bon, il doit y en avoir 16 000 et quelques, hein, là, à peu près, en Israël. Donc, il y en a 3 ou 4, il y en a 20 par jour qui disparaissent, c'est ça, à peu près? C'est ce qu'ils ont dit. C'est moi, ça m'a fait... Ça fait quand même 6 000 par an. C'est quand même beaucoup, et il restera long à ce moment-là, ça va. Alors, les réparations, on peut revenir un peu, monsieur Shalom, sur cette question je crois qu'il y a eu un débat en Israël à l'époque avec Ben Gurion sur fallait-il accepter les réparations allemandes ou pas. Exactement. Ils ont accepté. Ils les ont acceptés et vous dites que c'est pas arrivé dans les bonnes caisses, j'ai pas compris. Enfin, peut-être qu'ils vont... Disons que ce que je crois avoir entendu, mais pas tout à fait écouté, c'était de dire que, contrairement à ce qui se passe en France par exemple, la Claims, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est la Claims Conférence, qui a la confiance du gouvernement allemand et qui gère cet argent. Et la Claims redistribue aux différents pays. On va parler de la France et on parlera d'Israël juste après. C'est de dire, la Claims confie à des agences. C'est comme ça que ça s'appelle. Il ne confie pas au gouvernement français. Non. Et bien en Israël, la Claims a confié directement au gouvernement et le gouvernement israélien a attribué cet argent aux tout venants. Voilà. C'est-à-dire même ceux qui n'étaient pas liés à la Shoah. Exactement. À ceux qui avaient quoi? Alors que c'est dans le politique sociale générale, c'est ça? Exactement. Comme la sécurité sociale chez nous, ça s'adresse à tout le monde. Ah oui, c'est comme ça que ça s'est passé. À votre avis, enfin, c'est ce qui se dit, c'est ce qui s'est dit et c'est ce qui se prétend encore. Ça a nourri, ça a alimenté leur budget social, budget d'aide sociale. Et maintenant, vous dites qu'il y a une priorité, toute aide sociale doit être prioritaire pour ces gens-là. Parce que l'argent, j'allais dire, si j'allais le dire, ça doit avoir peut-être un sens, leur appartient. Oui, ça leur est dédié. Ça leur est dévolu. Oui. On leur demande, le gouvernement allemand demande à toutes ces différentes caisses intermédiaires, etc., gérer cet argent pour les selon de la Shoah. C'est tout ce qu'on leur demande. Hein. On leur demande pas, je sais pas quoi d'ailleurs, mais c'est comme ça, voilà. Et c'est beaucoup d'argent. Parce que je crois savoir que tous les 2 mois, on va dire tous les trimestres, le ministre des Finances lui-même, allemand, négocie avec la Claims, on augmente. Oui, je croyais que c'était arrêté. Ça se poursuit. Oui, absolument. Ça se poursuivra jusqu'à quand alors? Ça, je ne peux pas vous dire. Jusqu'à ce que les derniers... Oui. C'est ce qu'on dit de temps en temps quand il y a des petits problèmes administratifs, il y a des petits retards, il y a des petits manques, il y a des petits refus, etc. Bon, là, on hausse le temps en disant hey, vous gérez quel argent? C'est l'argent des survivants. Il n'y a pas à hésiter, il n'y a pas... On doit réfléchir, c'est normal. Il faut qu'il y ait des dossiers, c'est logique, il y a un peu d'administratif, je le comprends. Mais bon, comme je dis, moi, le temps que l'administration, à la française, parce que c'est gymnastique, c'est un sport national. Hein. Le survivant, il est mort. Hein. Alors donc, si je comprends bien, vous avez des relations avec l'administration française par rapport à ça? Non, par rapport à la Claims, vous essayez d'infléchir certaines choses au niveau de la Claims? Oui, au niveau de la prise en charge humaine. En leur présentant des dossiers bien en place, enfin, des dossiers qui vont devoir gérer, là, je sais pas si vous les informer en fait, quelque part. Oui, plutôt pour l'instant on en est là, hein, parce que c'est tout ce que je vous dis au niveau du home care, c'est comme ça que ça s'appelle, prise en charge au domicile, donc là, plus l'hôpital en ce qui nous concerne. C'est tout nouveau ce que je vous dis, c'est tout nouveau. Ça date de même pas un mois là. Ouais, c'est intéressant. Avant, c'est bon, on leur file une rente, petit pactole, voilà, ils appellent ça l'article 2, et puis après tous les mois, c'est 300 €. Oui. Voilà, c'est tout. Et au départ, c'est combien au départ? Ça dépend de la situation des revenus. Il y a un petit capital au départ comme ça et ensuite 300 €. Et maintenant, ça va changer? Non. Là maintenant, ils leur demandent en plus de faire du home care.
C'est de se dire comment comment vivent les survivants de la Shoah. C'est pas parce qu'ils ont 300 € par mois, ça y est, il n'y a plus de problème. Alors, est-ce qu'on envisage des maisons spécialisées, des maisons de retraite pour les survivants de la Shoah ou ça reste individuel? Ils ont essayé, il y a eu une tentative il y a 5 ans. Ça a avorté, c'est dommage. Nous, on a ce projet. On n'appelle pas ça maison de retraite parce que ça aussi, c'est en train d'être revu par le gouvernement français parce qu'ils se sont rendus compte que les maisons de retraite, il valait mieux ne pas y entrer que d'y entrer. Je le dis avec tranquillité, je n'insulte personne, c'est un fait. Donc voilà. Donc nous, ce qu'on essaie de mettre en place maintenant, c'est une maison de vie. Maison de vie. Voilà. Je vous souhaite que ça... Oui. Alors il faut trouver... D'accord. Non, mais on est dessus, ça devrait se faire. Et donc vous avez eu cette vocation, cet appel, il y a une dizaine d'années? Oui, parce que tout simplement, nous, on s'occupait des personnes âgées en général. Ah, voilà. J'allais dire, toutes personnes confondues. Et puis, pas mal de survivants fréquentaient nos activités. Et c'est là où on s'est dit, tiens, oui. Ces gens-là, il y a une spécificité. Et pour cause. Alors, vous les avez, parce qu'on est en train d'interviewer, vous les avez interviewés, vous avez discuté avec eux, il y a des enregistrements, il y a des témoignages, il y a des films. Est-ce que la dimension vidéo existe, ou l'enregistrement, ou une radio, je sais pas. Oui, il y a eu une émission de radio sur la radio juive qui s'appelle Judaïque FM. On nous a interviewés pendant pratiquement 1 heure parce qu'ils voulaient comprendre qu'est-ce qu'était et qu'est-ce que faisait cette association Beachy Boy. C'est loin d'être inintéressant a priori. Ça c'était il y a 2 ans. On peut toujours la voir en ligne, elle est toujours... Oui, on peut l'obtenir sans problème. Il faut savoir qu'on a une deuxième mamelle dans notre savoir-faire, c'est-à-dire qu'en été, c'est problématique, c'est qu'est-ce qu'on fait des personnes âgées lorsque les enfants, les petits-enfants, ce qu'on appelle les aidants, partent en vacances. Oui. C'est vraiment très problématique. C'est comme pour les chiens aussi. J'allais le dire, c'est bien que ça vienne de vous et pas de moi. Excusez-moi. Voilà. Non, ça peut se penser, il y a ceux qui ne le disent pas parce que ça se fait pas de dire ça, mais bon, la comparaison s'arrête là. Ça s'arrête là, on n'a même pas commencé. Donc, nous, on organise des séjours, ce qu'on appelle des séjours de répit, pour des aînés qui sont évidemment très fatigués. Et là, par contre, on a un pôle d'observation, on a un pôle de contact, puisqu'ils sont avec nous 24 heures sur 24, pendant 18 jours. Oui. Et là, on a eu tous les médias confondus. On les a pas demandés. On a eu TF1 en prime time, on a eu France 2, on a eu je sais pas quoi. Ils sont venus un petit peu. Et comme par hasard, parce que là, c'est fréquenté par tout le monde, les journalistes qui ont voulu interviewer les aînés, avec leur accord, c'est vrai, comme par hasard, ce sont des survivants de la Shoah. Comme par hasard. Ah. Et alors, est-ce qu'il y a des conditions qui ont permis de survivre à la Shoah, justement? Est-ce que dans les camps, ceux qui ont survécu avaient un profil psychologique particulier ou des qualités mentales, morales particulières? J'ai envie de dire, je ne suis pas un grand spécialiste, mais de ce que je crois avoir compris, avoir discuté avec eux, avoir obtenu leur confiance, très important, ce sont des gens qui ne voulaient pas mourir, ça c'est clair. Et quand vous entendez leurs conditions de vie d'antan, dans les camps, et même au sortir des camps, de la mort, moi, personnellement, je prends, c'est pas une leçon de vie que je prends, je me dis toujours, c'est pas possible. Et pourtant, alors je comprends que moi je me pose la question, mais comment il faut pour vivre maintenant? Comment ça se passe? Par rapport à ça. Ce que je voyais par là, c'est qu'ils ont un capital de fragilité bien plus important que le commun des mortels. Oui, mais ils se sont également renforcés par certains côtés. Oui, mais... C'est ce que j'allais dire, c'est pour ça que ça m'a fait hésiter, parce que je me dis que finalement c'est une épreuve, c'est l'épreuve du feu, quelque part. Ils sont plus fragiles, mais ils sont peut-être plus solides aussi. Solides, peut-être, je dis bien sur un plan psychologique, mais sur un plan physique, quand ils ont subi toutes ces maladies dont j'en veux même plus prononcer les noms, et avec tout ce qu'ils ont vécu, je veux dire que dans leur chair, quand on a, je sais plus, moi je n'ose même plus donner les âges, 80, 85, 90, notre doyen il a 104 ans, dès qu'il y a un petit coup de froid qui apparaît ou quoi que ce soit, ça fait mal. Et ils sont plus fragiles que la moyenne des personnes du même âge. Absolument.
C'est ça parce que vous avez une connaissance Physique, globale. physique, Ils sont plus fragiles que la moyenne des nonagénaires ou centenaires que vous traitez par ailleurs ou vous observez par ailleurs. Absolument. Parce que, effectivement, ce séjour dans les camps, ça les a atteints de manière radicale dans leur équilibre physique, c'est ça? Donc c'est pas tellement psychique finalement la réparation est physique plus que psychique. Mais d'un autre côté, dans la conférence qu'il y avait tout à l'heure sur oubli et traumatisme, oui, justement. Je me posais la question en me disant, leur sommeil n'est pas le même. Oui, parce que le sommeil c'est aussi psychique. Leur nutrition n'est pas la même. Faut pas oublier. Parce que vous avez des gens obèses, et ça c'est une maladie que je sache, oui. Et vous avez des gens qui ne mangent pas. Je ne sais même plus comment on appelle ça. Anorexique. Merci, c'est bon. Parce que... La relation à la nourriture, la relation à se faire à manger n'est pas la même. C'est évident. Mais est-ce qu'ils ont eu un suivi psychologique au retour des camps, par exemple? Est-ce qu'ils ont eu le besoin d'être suivis médicalement De ce qui se dit déjà dans la grande majorité, ils ne parlaient pas. Oui, c'est ce qu'on m'étonnerait qu'ils allaient faire toc-toc chez le psy. Ça m'étonnerait. Et à votre avis, vous comprenez ce silence? Est-ce que c'est de leur part? Est-ce que c'est de la part des autres qui ne voulaient pas les faire parler, les écouter? Est-ce que, c'est une question que je pose, puisqu'on fait en live, là, c'est le cas de le dire. Oui. Est-ce qu'ils ne voulaient pas, par rapport à eux-mêmes d'abord, et surtout par rapport à leurs enfants, petits-enfants, etc., réveiller? Peut-être le fait de parler, le fait d'aller chercher dans leur mémoire. C'est pas un voyage aux Caraïbes ou je ne sais quoi qu'ils vont raconter, on s'en doute. Donc, est-ce que, je pose la question, parce que dans la majorité, je répète, ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Je revois encore un monsieur, il est allé dans une cérémonie, je ne sais même plus laquelle, je discute, qui es-tu, et qui me dit, ah, tu t'occupes de survivre Machoin? Eh bien, figure-toi que mon père, son père, le mec, il a 55 ou 57 ans, il y avait une semaine qu'il s'est mis à parler. Vous imaginez, il s'est mis à pleurer, il s'est mis, voilà, un traumatisme, dont on parlait tout à l'heure. Et qu'est-ce qui les a déclenchés tout d'un coup alors Je ne sais pas ce qu'il y a eu, je sais pas. C'est quelque chose un peu à retardement. Alors évidemment, il est beaucoup plus proche de son père, il a très peur pour la santé de son père, il veut l'avoir à côté de lui, et d'un côté il ne lui dit pas continue à parler, mais d'un autre côté c'est très compliqué. Donc on retombe sur la question de quelle mesure les enfants des survivants sont eux-mêmes perturbés ou fragilisés. Absolument. En tout cas, ils ont un rapport avec leurs parents qui est spécial, ils se sentent redevables, en tout cas ils se sentent dans un rapport de protection par rapport à eux que n'ont pas les gens, qui n'ont pas ce genre de passif. Ils se sentent des devoirs par rapport à eux quelque part. Mais ce qui n'empêche pas que c'est pas facile pour ces enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. C'est pas facile parce qu'il n'y a pas de recette. Pour parler avec eux, pour s'en occuper comme vous disiez, pour être présent au mieux, c'est pas une question de quantité, c'est pas évident. D'abord ils se prennent un coup dans la tronche, alors vraiment, et donc ils essayent, eux, de se reconstruire par rapport à ce qu'ils entendent de leurs parents. Pourtant, ils ont entendu parler de la Shoah, mais de là à dire que les parents, eux, ont été concernés dans leur histoire, dans leur chair, etc., c'est une autre histoire. Oui, on n'a pas de... Oui. C'est-à-dire surtout quand on rencontre la personne en question. Absolument. C'est ça la différence, c'est quand on est en face de cette personne. Mais... Alors, est-ce que c'est la même... Alors finalement, est-ce qu'en Israël, c'est moins... survivre en Israël, est-ce que c'est différent que de survivre en France? Est-ce qu'il n'y a pas les mêmes peurs? Est-ce que ça plus est-ce que le climat est plus ou moins pathogène en France ou en Israël? Ce qu'on pourrait dire par rapport à Israël, c'est que ce que j'ai cru comprendre, c'est que les survivants de la Shoah vivent un petit peu ensemble. Oui. Dans les différentes villes importantes ou petites villes, ils vivent pratiquement ensemble. Comme les Juifs vivent ensemble en général là-bas, oui. Donc il y a ça. Les problèmes ne sont pas les mêmes parce qu'Israël est un pays dur. Oui, justement. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que c'est pire ou est-ce que oui, c'est ça qui est... À mon avis, d'une certaine manière, il y a des choses qui peuvent être réactivées par ce qui se passe en Israël et sur place. Donc, de ce point de vue, on pourrait considérer quand même que
la solution israélienne, pour eux, c'est ça ne peut faire que perpétuer des traumatismes ou des peurs. Ça peut les raviver, ça peut les ranimer, peut-être plus qu'ailleurs. Encore qu'aujourd'hui en France, on pourrait aussi se poser des questions, mais c'est récent quand même. Et la question que je me pose pendant qu'on parle est de se dire, ils sont allés en Israël avec grande fierté, mais est-ce que les survivants de la Shoah sont sionistes? Je me pose la question, je n'ai pas la réponse. Il y a aussi toute la théorie, M. Shalom, qui dit que l'État d'Israël est né à cause de la Shoah. Grâce à cause. Oui, enfin, je veux dire qu'il y a une théorie là-dessus qui oublie évidemment que Israël a été créé en réalité dans les années 1920 sous la forme des foyers juifs, etc. Mais il y a toute une mythologie là-dessus, n'est-ce pas? L'État d'Israël, c'est la réparation que les nations ont pensé devoir donner à la Shoah. Ça se dit, ça se cultive encore. Certaines histoires, on le raconte, c'est vrai. Et ça expliquerait pourquoi effectivement cet État il a été effectivement créé en raison du poids de la culpabilité européenne, occidentale. Il doit y avoir de ça. Quand on prend même les grands hommes et les femmes. Je vais commencer par les femmes. Quelque part, ils sont passés malheureusement par, j'appelle ça toujours les affres de l'histoire de la Shoah. Et ceux-là, c'est vrai, c'est aussi Ben-Gurion, Golda Meir et tant d'autres. Chacun sa propre histoire, bien évidemment. Ce sont des exemples de vie, mais ça les a, comme vous disiez tout à l'heure, renforcés. Quand on prend l'exemple d'Elie Wiesel, Simone Veil. C'est pas parce que ce sont des gens, des noms connus, c'est pas pour ça. Mais là aussi, toute une deuxième vie, j'allais dire, qu'ils ont dû mettre en place aux conditions que l'on a connues il y a 70 ans. Il y a aussi ce problème de la résilience, un mot qu'on n'a pas prononcé, qui fait qu'effectivement, la résilience, c'est à double tranchant, la résilience. Ça permet de supporter des choses, mais ça permet aussi de s'endurcir et de développer une forme d'indifférence, même voire d'insensibilité. Les épreuves parfois insensibilisent la personne. Et c'est à ce prix-là parfois que l'on survit. Mais c'est une survie qui peut produire une forme de dessèchement quelque part, en tout cas de refoulement. Et par rapport à tous ces phénomènes dont on entend parler dans les pays, mais restons en France, puisqu'on est en France là, que ce soit de l'immigration, de l'antisémitisme, du racisme, etc., de l'homophobie. Aujourd'hui, je dis, les suiveurs de la Shoah, ils sont là. Ils font leur travail, entre guillemets, par rapport à la mémoire. Plus jamais ça, et n'oublions jamais. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et tout le monde le sait, ça disparaît, puisque là, nous, cette année, on s'est dit, tiens, on va lancer un programme 2015-2020. Oui. Bon, c'est pas un hasard, 2015-2020, parce qu'en 2020, je sais pas. Il reste plus beaucoup de monde. Ça va être très, très, très juste. Si, on aura, comme vous disiez tout à l'heure aussi, les enfants, les petits-enfants, etc. D'accord. Mais les survivants eux-mêmes de la Shoah, ceux pour qui... justement, c'est pour ça que je vous posez la question, est-ce qu'il y a des témoignages qui sont filmés, est-ce qu'il y a des enregistrements qui perpétueraient justement, qui leur permettraient de dépasser le moment de la mort, en fin de compte, quelque part? Ça existe, hein. Nous, on a d'autres choses, hein. On a des écrits, on a... Oui. Bon, mais c'est pas encore mis d'accord sur, mais ça existe. Le mémorial, c'est pas pour rien qu'il existe, hein. Donc, il y a des outils qui leur ont permis de... Mais il y en a beaucoup qui n'ont jamais parlé, qui n'ont pas été ou sollicités ou n'ont pas voulu faire part de cette période noire de leur vie. Mais je voudrais rebondir sur un point. Quand vous dites plus jamais ça c'est quoi en fin de compte? Qu'est-ce que c'est quelle est la hantise? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Qu'est-ce qu'il faudrait... Comment faut-il l'éviter? C'est quoi ça? C'est-à-dire que l'on veuille détruire les Juifs, c'est ça l'idée? C'est qu'on laisse les Juifs être détruits? On disait tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait, il n'y a pas que notre propre racisme par rapport aux Juifs. On entend parler des chrétiens orientaux, on entend parler des génocides, arméniens, etc. Voilà, tout se dire,
ceux-là, allez, on les élimine. Ouais. Bon. Et le penchant qu'ont certains politiques, ou certains cercles, je veux dire, qui le disent peut-être pas, mais qui le pensent, et qui sournoisement, je sais pas si c'est un exemple malheureusement, et des fois on se dit c'est pas possible, ça recommence. Pas de la même façon évidemment, mais... Et d'ailleurs, il y a une forme d'antisionisme qui peut s'apparenter à une forme de menace de destruction collective. Absolument. C'est peut-être en Israël aujourd'hui que le problème de la destruction collective est le plus menaçant. Paradoxalement, avec les moyens actuels. En plus. Parce que la diaspora, elle est finalement... On peut difficilement imaginer aujourd'hui qu'on aille rassembler tous les juifs dispersés pour les exterminer. Mais par contre, si eux-mêmes se rassemblent, c'est le problème du rassemblement, monsieur Sialom. Vous savez que récemment, on en a parlé, parce que moi, je vais dans une synagogue, et les synagogues sont particulièrement menacées. Mais en même temps, la question de savoir, c'est est-ce qu'il faudrait à ce moment-là qu'ils arrêtent d'aller dans les synagogues ? Parce que pour un juif qui ne va plus dans les lieux consacrés comme étant juif, il trouve une certaine sécurité par définition. Puisqu'il n'est plus... Il suffit d'éviter certains lieux pour être plus en sécurité. Et donc en fréquentant ces lieux que sont la synagogue ou que Israël, on se met délibérément en danger. Oui, mais le juif, général, je veux dire en général, se sentira plus juif s'il fait plus confiance à la sécurité, puisqu'on en parle, de son pays, à la République. Oui. Lorsqu'il y a eu ces attentats de janvier, hyper cachés. On a mis des soldats partout. Voilà. Ça fait très bizarre, il faut reconnaître. Moi, je me mets toujours à la place de celui qui m'accueille, c'est-à-dire le français. Je ne comprends pas. Mais là, vous avez effectivement, si vous touchez à cette question, il semble qu'on ait fait un geste très fort en faveur des Juifs, hein, mon ami, quelque part. Il y a je crois que c'est quand même les Juifs qui sont protégés. Enfin, je ne sais pas comment vous le voyez, mais apparemment, une façon de dire touche pas à mes Juifs, en fin de compte, quelque part. Mais sans que ce soit, je ne sais pas si c'est un slogan, ça m'étonnerait, c'est pas un slogan publicitaire non plus. Quand le Premier ministre Valls disait la France sans les Juifs, ce n'est plus la France. Il a même été plus loin, il a dit 100 000 Juifs qui quitteraient la France, ce serait une catastrophe. Ça fait penser à la révocation de l'édit de Nantes en 80. Moi, en tant que juif, c'est facile, je dis oui, il a bien parlé, il a raison. Mais non, je me place en tant que Français, je dis, c'est vrai. C'est vrai, si on regarde autour de nous, je veux dire, le juif qui ne pose vraiment pas de problème, c'est vrai qu'ils sont dans toutes les instances des décisionnaires, j'allais dire, du pays. Oui. Il y a une influence, mais une influence qui sert la France. Bien sûr. Que la France a servi pour eux, etc. C'est dans longtemps. Et c'est pas seulement en France, mais parlant de la France. Ils se rendent très utiles. Quand c'est passé ce qui s'est passé au Danemark, ils ont eu le même discours. Hein. Ils ont même dit au gouvernement israélien on se bagarre, ce sont nos juifs, on se bagarre les juifs là, ce sont nos juifs. Hein. Voilà. Mais c'est vrai, c'est un enjeu économique à la limite, c'est une richesse. Mais non. Les juifs sont une richesse pour un pays. Mais c'est vrai que la notion de rassemblement est une notion extrêmement ambiguë. Parce que les camps de concentration, c'est des rassemblements. Oui. Israël, c'est un rassemblement. Les synagogues où on se retrouve, c'est un rassemblement. Et en même temps, vous dites à la fois, c'est un dilemme, parce que pour être juif, il faut quelque part être ensemble. Et en même temps, être ensemble, ça peut être quelque chose d'épouvantable. Ouais. Et parce que c'est là toute l'ambiguïté. Les deux grands rassemblements du XXe siècle, ça a été d'un côté Israël, de l'autre côté les Auschwitz. C'est-à-dire que c'est un processus de rassemblement qui n'existait pas avant. Au XIXe siècle, il n'y avait ni la Shoah, ni Israël. C'est vrai. Donc cette question du rassemblement, de se retrouver, de se regrouper, c'est à la fois quelque part perçu comme une nécessité parce que les Juifs la religion juive est une religion d'un peuple, mais en même temps, c'est un espace qui est extrêmement fragile. J'ai assisté justement aux réunions au mouvement juif libéral de France, des réunions sécuritaires. Caillavé ? Non, je parle de Paris. Oui, la rue Caillavé. Oui, c'est ça, Caillavé, excusez-moi. C'est vrai que Caillavé, ça fait penser à Tel Aviv, je sais pas pourquoi. Ah, d'accord. Et le nom, la consonance de la rue, c'est curieux. Et il disait, oui, mais alors,
qu'est-ce qui va se passer si on ne peut plus revenir on va aller en Israël. Mais il y a une autre solution que d'aller en Israël, c'est tout simplement de ne pas venir à la synagogue. Mais pour eux, c'était la vie collective, la vie juive est une vie collective. Et si on, comme disait Bernheim tout à l'heure, il y a des choses dont on n'aime pas être privé. Ouais. Et les juifs n'aiment pas qu'on les empêche de se rassembler, C'est ça. même si ce rassemblement les met en péril. Ah, d'accord. Eh bien, je vous remercie, monsieur Shalom. Je vous en prie. Voilà, parce que de toute façon, on arrive à bon port.